Merci de votre accueil. Je salue à la fois Embelliscience du bonheur de son initiative et puis j'espère qu'effectivement ce dont nous allons parler euh, répond à la fois à vos préoccupations et à vos attentes. L'actualité lie aujourd'hui le cinéma et la littérature à travers notamment, et chacun d'entre vous connaît ses souvenirs de la Première Guerre mondiale et la question des défigurés au cours de la Première Guerre mondiale, quand les films reprennent effectivement les romans qui ont été écrits, celui de Marc Duguin, La Chambre des officiers, avec le film qui en a été tiré, et puis tout à fait récemment, tiré du prix Goncourt de Pierre Lemaître, le film Au revoir là-haut. Et petite parenthèse, il y a jeudi soir au Ciné Saint-Leu un ciné-débat autour du film Au revoir là-haut, ciné-débat auquel vous êtes cordialement invités. Ce qui est intéressant dans ces films tirés de la littérature, c'est bien sûr la lecture que peut en faire le réalisateur, qui est quelquefois distancié, qui remet en cause l'esprit aussi de celui qui a écrit le roman. Et puis c'est aussi, si ça veut bien passer, mais je vais faire passer là, voilà, la position de la personne défigurée à l'égard du corps médical. Aussi bien dans la chambre des officiers, il y a une caricature un petit peu du médecin qui croit beaucoup en ses techniques et qui va essayer de restaurer le visage du défiguré. Et puis il y a cette opposition, ce maire décrit sur l'ardoise de celui qui, défiguré, va aller jusqu'à changer complètement d'identité. Et on aura l'occasion, je vous dis, à la fois d'évoquer la question du masque qui couvre la défiguration et du rapport aussi au père dans ce deuxième film, Au revoir là-haut. Tout cela pour introduire notre propos et voir ensemble comment la Première Guerre mondiale a été à la naissance d'une chirurgie tout à fait particulière, qui est une chirurgie reconstructrice de la défiguration, bien que la défiguration n'ait pas été tellement prise en compte au décours de la Première Guerre mondiale. Et on va voir comment les techniques utilisées au cours de cette Première Guerre mondiale par des équipes médicales qui suivaient leurs armées venues du monde entier dans une espèce de phénomène un petit peu expérimental qui concentrait en un lieu, la Belgique et la France, sur les lignes de front, des militaires blessés et des équipes médicales derrière. Comment nous avons, nous, en héritage, eu la possibilité d'exploiter ces techniques et comment cette chirurgie reconstructrice a pu évoluer au cours de ce siècle, puisque nous en sommes au centenaire de la Première Guerre mondiale. Alors on verra successivement, vous allez voir, la Grande Guerre et comment, dans une espèce de retour en arrière, la question de la transplantation avait déjà été évoquée au cours de cette Première Guerre mondiale. Alors la Grande Guerre, c'est quand même un nombre extrêmement important dans une période très courte de tués, aussi bien du côté français, anglais, la bataille de la Somme malheureusement, et puis du côté bien sûr des Allemands et des alliés des Allemands. Et les blessés de la face, eux, en France, les blessés graves de la face représentent 15 000 soldats qui sont mutilés gravement et dont la mutilation n'est pas nécessairement reconnue. Ça a donné lieu à un certain nombre de travaux, à un certain nombre d'ouvrages, dont, je le souligne, l'ouvrage de Sophie Delaporte, qui avait fait sa maîtrise d'histoire ici à Amiens, consacrée aux gueules cassées, et dont l'ouvrage, aujourd'hui extrêmement difficile à trouver, reproduit effectivement cette histoire de la chirurgie maxillofaciale et de la chirurgie reconstructrice au cours de la Première Guerre. Alors, le contexte médical est connu, hein, nous avons là le début de l'anesthésie au cours
au cours du XIXe siècle, et surtout le recours à l'anesthésie à l'éther, ce qui posait problème dès lors qu'on était au niveau de la face. Il y avait là un territoire qui était partagé à la fois par les anesthésistes et par les chirurgiens, et puis les notions d'antisepsie, puis on verra les notions d'asepsie après. Alors, il y a incontestablement, à cause des nouvelles armes et à cause notamment des shrapnels, de nouveaux traumatismes du visage, même si l'on a retrouvé, les historiens ont retrouvé au cours de la guerre de 1870 un certain nombre de blessés. Vous voyez ces tableaux un petit peu horribles de ces gens qui ont été défigurés, reconstruits, et on va voir surtout la façon dont les chirurgiens ont été amenés à improviser de nouvelles techniques chirurgicales pour essayer de réhabiliter ces patients défigurés. Il faut prendre en compte aussi que le ramassage des blessés sur le champ de bataille n'obéit pas à des règles et que quelquefois les soldats restent blessés sur les lieux du champ de bataille pendant plusieurs heures avant de pouvoir être rapatriés dans un circuit qui est un peu complexe, qui est extrêmement lent du lieu de la bataille vers les hôpitaux de l'arrière. Et la spécificité du traumatisme facial, c'est qu'il est rarement mortel d'emblée, à l'opposé du traumatisme abdominal, du traumatisme thoracique, du traumatisme crânien qui lui est paré par le port du casque, qui n'intervient pas tout à fait au tout début de la guerre, qui intervient au cours de la Première Guerre mondiale. Et il y a là un long parcours, un long trajet que l'on retrouvera d'ailleurs dans la vision des films dont je vous ai parlé tout à l'heure au début, ces transports en ambulance ou ces transports en péniche. Il y avait notamment ici à Amiens, imaginez le palais de justice d'Amiens transformé en hôpital militaire et le transfert par le long de la Somme en péniche des blessés qui paraissait être effectivement une méthode de transport des blessés beaucoup plus efficace. Alors, ce temps entre le lieu de la bataille, le lieu de la blessure et le lieu de la prise en charge dans les hôpitaux de l'arrière, et plus le traumatisme était complexe, plus la prise en charge se faisait en retrait dans des hôpitaux dédiés, le Val-de-Grâce à Paris par exemple, mais d'autres hôpitaux dédiés dans la région, à Compiègne, à Beauvais notamment, au Mans. Eh bien, au cours de cette période, il y a cette espèce de phénomène inéluctable de la cicatrisation. Une plaie délabrante va cicatriser et va rétracter. Et cette inexorable rétraction des tissus va entraîner des conséquences fonctionnelles. Et donc, dans la question de la défiguration, et c'est là une prise de conscience qu'il faut avoir, c'est moins l'aspect morphologique, esthétique qui prévaut que la conséquence fonctionnelle, l'impossibilité de s'alimenter, on le voit dans ces films, la difficulté d'élocution, et donc dans cette absence de vie relationnelle liée à la défiguration, l'horreur du visage défiguré, s'ajoute cette incapacité ou cette difficulté à rentrer en relation avec l'autre, à défaut de pouvoir s'alimenter et surtout à défaut de pouvoir parler. Attendez, excusez-moi. Voilà. Alors cette rétraction des tissus, on la voit ici à travers les séquelles de ces plaies ici. Alors, quelle est la réaction du corps médical et quel type de corps médical non préparé à la prise en charge de ces blessés va être concerné par ces blessures? Alors, on a un héritage des mécaniciens dentistes, c'est comme ça qu'on les appelait, soit aux États-Unis, soit en France, avec des noms célèbres comme Claude Martin dans la région de Lyon, qui élaborent à partir d'artifices prothétiques, ce sont des gens qui fabriquent des prothèses dentaires, et qui élaborent des appareillages, vous le voyez, extrêmement complexes, qui luttent contre la rétraction des tissus et qui s'appuient soit sur des casques péricrâniens, soit sur des appareils mis à l'intérieur de la cavité buccale, avec une ingéniosité mise en place de ressorts pour, vous le voyez sur ces images, éviter la rétraction des tissus et permettre éventuellement une alimentation par les voies naturelles. Ce sont là
a des photographies que nous avons pu récupérer dans les écoles dentaires. Et puis derrière, il y a, à côté de cette corporation des mécaniciens dentistes, une corporation de chirurgiens qui ne sont pas nécessairement des chirurgiens spécialisés. Ils sont issus soit de l'otorhinolaryngologie, qui est une spécialité débutante, soit de la chirurgie générale. La chirurgie plastique n'existe pas. On va voir qu'elle naît après la Première Guerre mondiale. Et il y a là des grands noms de la chirurgie qui émergent. C'est le nom d'Hippolyte Morestin, par exemple, qui était chef de service au Val-de-Grâce et qui rencontre ce curieux personnage qui est Sir Harold de Gillis. Il n'est pas encore Sir au cours de la Première Guerre mondiale. C'est un chirurgien venu de Nouvelle-Zélande qui suit les armées qui viennent effectivement se battre sur le territoire français. Et il y a là cette curieuse rencontre. Et on va s'apercevoir, si vous voulez, que s'il y a eu effectivement conflit entre les armées, il y a eu quelquefois conflit entre les équipes médicales aussi, dans une espèce de culte de l'ego ou d'opposition. Voilà. Alors il y a une rencontre, une première rencontre entre Gillis qui va voir Morestin et qui voit Morestin opérer. Ça n'était pas une reconstruction, c'était un cancer de la langue. Et là, Gillis tombe en admiration devant la dextérité de ce chirurgien qui opère des cancers avec beaucoup d'élégance et d'efficacité. Et puis, Gillis veut s'imprégner de la culture de Morestin et il retourne voir Morestin, mais Morestin, lui, avait mauvais caractère et donc, du coup, il rejette Gillis, lequel va mener sa propre démarche. Il va opérer sur le territoire français, il va opérer pas très loin d'ici, il va opérer à Wimereux avant de repartir fonder son propre hôpital en Angleterre et il restera après ça en Angleterre et il participera aussi à la prise en charge d'un certain nombre de blessés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le pauvre Morestin, un peu comme Apollinaire, va malheureusement mourir de la grippe espagnole en 1919. Il aura d'autres, on reverra tout à l'heure, successeurs au Val-de-Grâce, qui est le lieu central de la prise en charge des grands traumatisés de la face au décours de la Première Guerre mondiale. Et il y a là une prise en charge qui est d'ailleurs fort bien faite, puisque dès le début de la Première Guerre mondiale, il y a non seulement des recommandations qui émanent des autorités militaires et des autorités scientifiques, mais il y a également une volonté de conserver. Si vous allez au Val-de-Grâce, vous avez encore au musée du Val-de-Grâce, n'est-ce pas, toute une série d'empreintes faites de blessés de la face, et il y a là aligné tous ces plâtres avec les grandes défigurations que l'on peut voir à l'époque et qui ont été ramenés des différents hôpitaux de province vers le Val-de-Grâce. Lieu donc de mémoire. Et puis, il y a un phénomène tout à fait curieux aussi, c'est l'adhésion de la société civile à la prise en charge des défigurés. Et notamment ce personnage, Robert Vlerick. Alors, Robert Vlerick, vous ne le connaissez peut-être pas, allez donc à la piscine de Roubaix. Et vous savez, dans la piscine de Roubaix, là, il y a toutes ces sculptures qui bordent l'ancien bassin. Et il y a 2 sculptures de Robert Vlerick. Et puis, si vous allez à Paris, au Trocadéro, eh bien, vous allez trouver cette énorme sculpture du maréchal Joffre sur son cheval, sans képi. Ça avait d'ailleurs été un scandale. Et on la doit à Robert Vlerick. Et puis, si vous allez dans le sud-ouest de la France, il y a un musée consacré à Robert Vlerick. Et on s'aperçoit que les sculpteurs, car c'est un sculpteur, va participer. Il n'est pas tout seul. Il y a également Madame Poupnel qui participe donc à la confection des masques. Donc, on retrouve là cette fameuse question qui est abordée dans le film Au revoir là-haut, du masque, cette épithèse, c'est le mot qui est consacré, qui va se substituer à la perte de substance et essayer soit de remplacer l'organe. Alors quand c'est une oreille, c'est pas très très compliqué. Quand c'est une face, c'est beaucoup plus compliqué. À l'époque, les matériaux utilisés, c'est de la vulcanite, c'est un matériel qui n'est pas mobile du tout et qui vient se plaquer. Et là, toute la question effectivement du masque chez le défiguré. Alors, je ne passerai pas le film où l'on voit, mais vous trouvez effectivement sur YouTube un vieux film où on voit Robert Vlerick participer à l'élaboration et à la confection de ce masque, la maîtrise, n'est-ce pas, du sculpteur dans son engagement à l'effort de guerre.
Alors, on retrouvera bien évidemment aussi ces techniques aujourd'hui. Et puis, on voit les chirurgiens faire preuve d'ingéniosité. Alors, vous me pardonnerez hein, les choses un petit peu techniques que vous allez voir, comment on va pouvoir, à partir des tissus adjacents, par ces techniques d'autoplastie, reconstituer les pertes de substances labiales, en l'occurrence. On va s'apercevoir que l'on peut reconstruire un nez. Et ce sont des techniques que nous utilisons encore aujourd'hui à partir de la peau frontale. Cette vieille technique de la méthode indienne, parce que effectivement les Anglais ont retrouvé que chez les mutilés du nez, on réparait le nez grâce à ces techniques d'utilisation de la peau frontale. Ce sont donc, je vous dis, des techniques qui sont encore utilisées aujourd'hui. Il y a cette fameuse technique décrite et rapportée par Filatov, mais qui en fait avait déjà été conçue antérieurement, on va le voir, d'aller utiliser cette peau prise au niveau de l'abdomen ou à distance de la perte de substance et que l'on va successivement transplanter de la peau de l'abdomen vers un bras, puis du bras vers la figure, en immobilisant le bras de la personne. Vous allez retrouver là sur cette image, donc, qui, elle, date de la fin du XVIe siècle, cette fameuse technique de Tagliacozzi. Il y a toute une petite histoire autour de ce chirurgien prêtre sicilien, enfin, bon, voilà, qui avait utilisé, vous le voyez, la peau de la face interne du bras pour essayer de reconstruire une mutilation nasale. Voilà, et ce sont ces techniques-là qui ont été utilisées très très longtemps, puisque moi-même, au cours de ma formation, j'ai été amené à opérer des malades en utilisant ces techniques-là. On va le revoir tout à l'heure après l'héritage donc de ces techniques. Et on s'aperçoit qu'on est parfaitement capable de restaurer une morphologie nasale à partir de cette peau, vous le voyez, prise au niveau de l'avant-bras. Alors, il y a des problèmes de coloration. Après ça, il faut essayer de redonner la forme. Il faut greffer du cartilage. Il faut greffer des os. Mais on arrive donc à restaurer un organe qui est tout à fait fonctionnel et esthétiquement acceptable. Et puis, d'autres techniques. Alors ça, celle-là, elle a l'avantage d'avoir été décrite par un chirurgien né sur nos terres picardes. Il s'agit de M. Léon Dufourmentel. Et cette technique de réparation des pertes de substances, eh bien, je l'ai utilisée il y a 10 jours pour l'un de nos malades totalement défigurés à la suite d'un traumatisme balistique. Et vous voyez que voilà l'héritage vrai de vieilles techniques qui apparaissent complètement obsolètes, mais qui en fait sont encore aujourd'hui d'actualité et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Alors les greffes, alors faisons attention quand on utilise les mots, hein, faisons attention entre ce qu'est une greffe, ce qu'est une transplantation. On greffe des tissus, on transplante des organes. C'est pas du tout la même chose sur le plan technique. Or c'est vrai qu'au début, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, au décours de la guerre, se sont multipliées les techniques de greffe. Donc on apporte du tissu pris sur la personne elle-même pour restaurer une perte de substance au niveau du visage. Alors vous retrouvez là le nom de Morestin, la greffe ostéopériostée de Lagennière qui avait fait effectivement couler beaucoup d'encre pour d'autres raisons. La Première Guerre mondiale se termine et lors de la signature du traité de Versailles en juin 1919, eh bien, les politiques français amènent 5 défigurés devant les autorités militaires allemandes au moment de la signature du traité de Versailles, un peu pour humilier, n'est-ce pas, les ennemis, alors même que les Allemands avaient exactement les mêmes mutilés. On retrouvera là le visage de 4 d'entre eux. Et parmi ces mutilés de la face, eh bien, il y a un certain nombre de personnes qui ne seront pas prises en charge par les autorités gouvernementales à titre de compensation. Les soldats blessés bénéficient de compensation, sauf les blessés de la face. Et c'est à cette époque que vont être créées les gueules cassées. Et les gueules cassées existent toujours. L'association des gueules cassées, née en 1921, à l'initiative, vous allez le voir, du colonel Picot et d'un certain nombre d'autres mutilés de la face, et de manière à essayer de bénéficier de moyens financiers, ils vont créer une première loterie.
assorti de lots tout à fait importants. Et ils arrivent donc à collecter, dans ce recueil de dons, à collecter des fonds tout à fait importants. Et c'est ainsi qu'est née la loterie nationale. Et peut-être certains d'entre vous se rappellent, n'est-ce pas, des coupons, les gueules cassées, les ailes brisées, et c'était les mutilés de la face qui allaient au coin des rues vendre au départ ces fameux bons de la loterie nationale avec l'union des blessés de la face, mais qu'on appelait effectivement les gueules cassées, avec cette référence animalière, mais ça c'est un autre sujet. Et depuis, bien sûr, la loterie nationale s'est substituée, la Française des Jeux. Et aujourd'hui, l'association des blessés de la face et de la tête, qui est l'héritage des gueules cassées, avec la fondation des gueules cassées, est toujours actionnaire à hauteur d'environ 9%, 9,2% exactement, de la Française des Jeux, ce qui leur permet effectivement de bénéficier de dividendes tout à fait importants et de continuer leur œuvre. Alors bien évidemment, il y a beaucoup moins de mutilés de la face. Ils investissent par contre énormément dans la recherche médicale. On évoquait la question de la recherche et nous avons besoin bien sûr de leur aide et de leur financement pour poursuivre nos recherches. Voilà pour l'histoire ou la naissance des gueules cassées. Est-ce par réaction à tout ce qu'ils avaient pu vivre que l'on voit se développer dans la période de l'entre-deux-guerres un autre type de chirurgie qui hérite effectivement des progrès réalisés au cours de la Première Guerre mondiale. Ce qui est certain, c'est que ce sont à la fois les mêmes acteurs et d'autres acteurs qui vont être à l'origine de ce qu'on appelle la chirurgie esthétique. Alors c'est un petit peu compliqué parce que si on regarde bien, en fait, le mot esthétique a été inventé beaucoup plus tôt par Baumgarten au XVIIIe siècle, et la dimension du mot esthétique est avant tout philosophique et ne se confine pas à l'aspect purement visuel de ce qui est esthétique et de ce qui n'est pas esthétique. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dès la fin du XIXe siècle, mais dans un rapport assez curieux avec l'industrie et notamment la cosmétologie, existe aux États-Unis ce qu'on appelle la cosmetic surgery. Et la cosmetic surgery, c'est le début effectivement de la chirurgie esthétique, avec des pratiques d'ailleurs un petit peu curieuses, parce que M. Conrad Miller était à la fois médecin chirurgien, mais c'était surtout un homme d'affaires à côté, et je ne suis pas sûr qu'il ait été totalement désintéressé dans le développement de cette chirurgie cosmétique. On retrouvera peut-être le même phénomène aujourd'hui, malheureusement. Il y a un autre aspect qui est assez intéressant dans cette naissance de la chirurgie esthétique. Voilà le personnage de Jacques Joseph. Alors Jacques Joseph, c'est un chirurgien allemand qui est le père de ce qu'on appelle la rhinoplastie. Alors, faisons attention parce que la rhinoplastie, c'est la réfection du nez, selon les techniques qu'on a vues tout à l'heure, mais la rhinoplastie aujourd'hui, c'est la rhinoplastie esthétique. Comment modifier la forme d'un nez qui, esthétiquement, pourrait avoir un aspect disgracieux ou qui pourrait être, et la chose importante, le signe d'une marque ethnique. Or, Jacques Joseph est fils de rabbin, juif lui-même, et prenait également en considération le fait que, on va le voir tout à l'heure, à cette période naît la psychanalyse. Autrement dit, il y a à la fois ce double mouvement d'une prise de conscience, un petit peu d'une prise de conscience d'une certaine dimension, n'est-ce pas, psychologique, du poids porté par effectivement une marque physique du visage, et puis le fait que sur le plan de la religion juive, il était jusqu'à présent interdit de modifier quoi que ce soit de ce que Dieu avait pu créer sur votre visage. Et donc on voit Jacques Joseph devenir la référence en Allemagne de la rhinoplastie. Sachez qu'à cette époque, pour opérer une bosse sur le nez, eh bien, on ouvrait devant, on rabotait la bosse, on refermait et on transformait la bosse en une
forme de cicatrice nasale. Et en fait, c'est à Jacques-Joseph que l'on doit, entre autres, le fait d'avoir pu maintenant opérer les nez, non plus en passant à travers la peau, mais en passant par l'orifice naturel de la narine. Et on retrouve là, donc, la marque, effectivement, de Jacques-Joseph. Alors, je ne vais pas épiloguer sur la dimension, effectivement, de cette espèce de levée d'interdit liée à la psychanalyse d'une part et à la position des religieux d'autre part, avec Adler, qui est bien sûr l'héritier de Sigmund Freud, et puis sur les réflexions qui étaient menées, n'est-ce pas, à l'époque sur effectivement la prise de conscience du poids que pouvait constituer une disgrâce esthétique. On retrouvera d'ailleurs de façon assez curieuse beaucoup plus tard, à travers la peinture d'Andy Warhol, cette peinture d'Andy Warhol, l'avant-après, before and after. Le tableau date de 1962, mais qui dit bien ce qu'il en est donc de la rhinoplastie, l'héritage dans l'art de la rhinoplastie. Alors, en Europe, c'est le développement, effectivement, de la chirurgie esthétique à travers cet ouvrage, notamment, de ce chirurgien, Jules Bourguet. Et à lire les chapitres de cet ouvrage, on s'aperçoit qu'il y a là un lien très très fort entre tout ce qui a été élaboré au cours de la Première Guerre mondiale en termes de chirurgie reconstructrice et ces mêmes techniques qui sont utilisées, mais dans une autre dimension de correction de la disgrâce. Et puis on va retrouver un certain nombre de revues, la constitution de sociétés scientifiques qui s'articulent autour d'un certain nombre de revues, et ce mot absolument magnifique, qui est d'ailleurs une très mauvaise traduction, cette revue de chirurgie structive qui date de 1937 ou 1938, je crois, fondée par Kölst, qui était un collègue belge, structive, comme si il n'y avait non seulement cette réparation de la disgrâce, mais la reconstruction de l'individu à travers la correction de la disgrâce. Bon, malheureusement, cette revue ne durera que 2 années et disparaîtra après la guerre. Et puis, là encore, petit clin d'œil à l'histoire locale, avec ce personnage tout à fait curieux de Suzanne Noël. Suzanne Noël, c'est une Picarde. Elle est née dans l'Aisne, n'est-ce pas? Et au départ, elle va être l'une des premières internes des hôpitaux en région parisienne. Elle fait de la dermatologie, elle va rencontrer Morestin, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, et puis elle est attirée par la chirurgie, et puis par un curieux concours de circonstances, et elle s'implique en chirurgie esthétique. Elle va développer, comme tous les chirurgiens d'ailleurs de l'époque, un certain nombre d'instruments, et puis on retrouve là un certain nombre de travaux qui ont été menés sur elle. Elle avait d'ailleurs écrit elle-même un ouvrage qui est assez amusant, plein de naïveté. Il ne faut pas trop demander aux chirurgiens d'écrire des ouvrages. Je suis en train de travailler sur Victor Pochet. On s'aperçoit que là aussi, il y a une certaine... Voilà, laissons-les opérer, mais ça, c'est une autre affaire. Voilà. Bien. Alors, Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, ce que je dis là, quand même. Il y a quand même quelques grands noms de la chirurgie qui ont été des grands noms également aussi de la littérature. Alors, en faisant un saut dans l'histoire, n'est-ce pas, et arrivons à la Deuxième Guerre mondiale, toujours vue sous l'angle médical, avec un certain nombre de figures, et de figures qui sont tout à fait marquantes. On retrouvera là Sir Harold Gillis. Je vous avais dit que après la Première Guerre mondiale, il avait monté à Sidcup son hôpital en Angleterre, et puis il avait développé lui-même des techniques particulièrement élaborées de chirurgie reconstructrice. Et Gillis sera un collègue de Paul Tessier. Alors, Paul Tessier, c'est un chirurgien que j'ai eu la chance de croiser, de connaître. Paul Tessier, lui, faisait ses études au cours de la Deuxième Guerre mondiale à Nantes, quand l'hôpital de Nantes a été bombardé. Et donc, du coup, il a émigré à Paris. Et à Paris, il rencontre Virenque. Or, Virenque, lui, est un chirurgien de la Première Guerre mondiale, qui vit encore au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, Tessier, jeune interne ou interne en train de se former, travaille avec Virenque, et Virenque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'amène dans cet hôpital qui va devenir un hôpital de référence à Paris, hôpital créé juste avant la Deuxième Guerre mondiale, qui est l'hôpital Foch. Alors, pour dire un petit peu ces personnages, enfin Paul Tessier, dont on a la chance d'avoir l'ensemble des documents ici à Amiens et la collection de crânes, on reviendra dessus tout à l'heure, fait partie de ces
très grands noms que l'on retrouve là. Gillis, vous l'avez, bon, Castle-Jones, c'est aux États-Unis, et puis des noms que vous ne connaissez pas. Vous aurez l'occasion de revoir le personnage de Joseph Murray tout à l'heure, et puis Paul Tessier. Donc, vous voyez, ces trois périodes de ce que les Américains considèrent comme ces trois périodes marquantes de l'évolution de la chirurgie reconstructrice de l'extrémité céphalique, avec un certain nombre donc de noms issus d'outre-Atlantique. Alors revenons en France avec ces deux personnages. Paul Tessier, que je vous ai présenté, qui est décédé il y a 7 ans maintenant, et qui a été considéré par les Américains comme étant l'un des 10 meilleurs chirurgiens du XXe siècle. Autrement dit, si les États-Unis le reconnaissent comme tel, c'était effectivement un très grand chirurgien. Et puis, Ginesté. Alors, Ginesté, lui, est d'une génération un petit peu précédente. Ginesté est un médecin né dans le sud-ouest de la France et qui va arriver à ses tout débuts d'études médicales au cours de la Première Guerre mondiale. Il a fait une année de l'équivalent d'une propédeutique avant d'intégrer. Et puis, il va s'engager dans la guerre, d'autant qu'il a un frère aîné de 7 ans son aîné, qui est déjà médecin militaire. Et donc, il fait le choix d'intégrer effectivement les ambulances en tant qu'infirmier. Et puis, ces 3 années passées au front vont lui permettre d'avoir... C'est assez curieux en termes de formation médicale, car il a pu faire médecine en 6 ans et chirurgie dentaire en 1 an, l'ami Ginesté. Bon, et d'intégrer après ça l'école du service de santé des armées, et puis de s'impliquer dans l'armée. Il est parti au Moyen-Orient pendant pas mal d'années entre les deux guerres, et il est revenu. Il a quitté l'armée au décours de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, pour intégrer l'hôpital Foch. Et à l'hôpital Foch, il rencontre Virenque et Tessier, et c'est là la Deuxième Guerre, comme il y avait une sorte de guerre entre Gillis et Morestin, une deuxième guerre terrible entre ces deux personnages. Ginesté a abandonné donc le milieu militaire, il s'occupe de chirurgie maxillofaciale, et Paul Tessier, au départ, est normalement dévolu à la chirurgie des brûlés, puis très vite, il va faire de la chirurgie crânio-faciale, et ils n'auront de cesse, pendant un certain nombre d'années, jusqu'au décès de Ginesté, de se mettre des bâtons dans les roues, ce qui, quelque part, n'est-ce pas, a peut-être excité l'un et l'autre à développer des techniques tout à fait originales. Alors, de Ginesté, on dira simplement quelques mots. Je n'ai pas eu la chance de le connaître, puisque, étant à Foch, moi aussi, au début de ma formation, je n'ai pu travailler qu'avec les élèves de Ginesté. Nous avons la chance d'avoir le fonds documentaire de Ginesté, qui mérite bien sûr d'être travaillé. J'avais fait un appel à nos collègues des archives pour qu'ils s'impliquent, et vous voyez qu'à l'époque, les chirurgiens prenaient en photo leurs malades, faisaient leur rapport opératoire écrit, et puis bien évidemment écrivaient un petit peu les progrès qu'ils faisaient à travers leur technique. Et vous voyez, regardez en haut à droite les images, alors notamment Ginesté a décrit ce qu'on appelle les fixateurs externes, que l'on va retrouver en chirurgie orthopédique au niveau des membres. Il l'applique à la face. Et puis, il utilise ces fameux lambeaux cylindriques. Autrement dit, ce qui avait été décrit en 1916 par Filatov a continué d'être utilisé en chirurgie reconstructrice. Et après la Deuxième Guerre mondiale, et comme je vous l'ai dit, j'ai été amené dans les années 1976 à utiliser ces mêmes techniques pour réparer les pertes de substances faciales. Alors, et surtout, en fait, Ginesté a été reconnu et connu à la fois, bien sûr, pour ses compétences chirurgicales et parce qu'au début de la télévision, eh bien, il avait été médiatisé par la télévision, et notamment par Pierre Sabag. Je ne sais pas si ça vous rappelle le nom bien sûr, hein, voilà, de cette émission, et surtout parce qu'il avait pris en charge Jacqueline Auriol. Alors là encore, ça fait partie de ces grandes discussions. Jacqueline Auriol était la bru du président de la République. C'était également une championne de vitesse en aviation. Hein, voilà. Elle avait été victime d'un accident d'hydravion et elle avait été gravement défigurée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, il avait été question que ce soit dans la bonne société parisienne qu'elle soit prise en charge. Et puis en fait, c'est Ginesté qui a fait une proposition, et Ginesté a commencé de l'opérer à l'hôpital Foch jusqu'au moment où il s'est trouvé, on est en 1949, jusqu'au moment où le pauvre Ginesté s'est trouvé en impasse thérapeutique et qu'il a adressé gentiment Jacqueline Auriol à son collègue Converse à New York, lequel
elle a pratiqué une vingtaine d'opérations pour restaurer à cette femme qui avait été mannequin et qui était très 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 belle, un visage à peu près équilibré. Enfin, je pourrais vous en raconter sur l'histoire de Jacqueline Auriol, puisqu'il y a une pièce de théâtre qui vient d'être sortie sur Jacqueline Auriol et la reconstruction faciale de Jacqueline Auriol, et qui passe à Avignon. Si vous êtes au Festival d'Avignon, le Off d'Avignon cet été, allez voir Pierrette Dupoyer faire son spectacle sur Jacqueline Auriol. C'est assez extraordinaire et tout à fait passionnant et tout à fait intéressant. Bref, médiatisation de Ginesté, et puis une autre médiatisation, celle donc de Paul Tessier, dont nous avons la collection. Alors, Paul Tessier, c'est lui qui, sur le plan de l'évolution des techniques, arrive à rompre cette barrière entre, disons, l'encéphale, le cerveau, la partie supérieure du crâne, et le massif facial. Alors, vous savez que dans nos chirurgies, il y a des chirurgies nobles, il y a des chirurgies un petit peu moins nobles. Celui qui opère le cerveau, c'est effectivement une chirurgie très noble, et on ne va pas se mélanger avec ceux qui s'occupent de la face, parce que dans la face, il y a les sinus, c'est pas très très propre. Il ne faudrait surtout pas qu'une chirurgie qui effracte le plancher, n'est-ce pas, de la base du crâne, aille remettre en question par des complications infectieuses le travail du neurochirurgien. Et en fait, à Foch, Tessier va développer avec ses collègues neurochirurgiens des techniques de reconstruction, et il a, au cours de sa vie, il n'était pas académique non plus, hein, Tessier était hors du système académique, comme Ginesté d'ailleurs, donc on est là tout à fait en dehors, comme Victor Pochet aussi, enfin si on parle de Victor Pochet, hors du système académique. Et vous avez là effectivement l'image assez curieuse, n'est-ce pas, de Paul Tessier s'interrogeant, et qui avait eu cette espèce d'intuition. Tessier était à Paris, n'est-ce pas, et de temps en temps, il allait, quand il était confronté à un cas un petit peu particulier, disséquer au laboratoire d'anatomie de Nantes pour essayer de mettre au point ces techniques chirurgicales, pour s'apercevoir que on ne pouvait pas mettre au point une technique chirurgicale d'un crâne complètement déformé par une malformation sur un crâne normal. Et donc, il a colligé dans ses voyages autour du monde toute une série de collections de crânes, ce qui serait tout à fait impossible aujourd'hui, on peut effectivement se l'imaginer. Et il a réuni chez lui une collection de crânes mal formés. Et alors attendez, hein, on n'est pas le scanner n'existe pas encore. Et donc il va reproduire au laboratoire, il va demander au prothésiste de faire un moulage de ce crâne, il va reproduire ce crâne mal formé, et il va imaginer des interventions. Et nous avons la chance d'avoir cette collection de crânes mal formés sur lesquels il a travaillé. Alors vous voyez, il prend en charge des malformations qui jusqu'alors, n'est-ce pas, n'étaient pas prises en charge, comme il va mettre 3 ans pour mettre au point. C'est son premier malade porteur d'une maladie qui est connue, qu'on appelle la maladie de Crouzon, qui est une crânio-fasciosténose. Eh bien, vous voyez cette espèce de blocage à la croissance crânio-faciale. Il va être capable d'avancer en un temps chirurgical la totalité du massif frontal et du massif facial chez ce malade. Mais il mettra 3 ans. De la même façon, il va travailler sur... attendez, oui, je suis désolé. Là, voilà. De la même façon, il va travailler sur un certain nombre de malformations extrêmement rares, et il va établir une cartographie de ce qu'on appelle les fentes faciales. Voilà. Et nous sommes les héritiers. Vous voyez là un exemple. Et cette jeune patiente, je l'ai opérée il y a à peu près un peu plus de 20 ans. C'est pas pour dire qu'on a opéré, mais c'est pour dire simplement que nous avons été les héritiers de Paul Tessier dans les techniques que nous utilisons aujourd'hui. Et vous voyez cette jeune fille, voilà, et qui arrive à avoir une intégration et un physique qui lui permet d'être totalement intégré dans une vie sociale, même si le résultat n'est pas parfait. Hein, et ça pose toutes ces questions sur lesquelles on pourra reparler. Enfin, vous êtes dans le livre. Eh bien, je vous invite bientôt à un débat à la librairie, la grande librairie Martel à Amiens, sur justement un ouvrage écrit par une jeune fille qui est porteur d'une séquelle de bec de lièvre, qui est en cours de prise en charge et qui a fait état effectivement de la souffrance qu'elle a vécue tout au long de sa scolarité, et souffrance dont elle arrive à sortir par ce travail thérapeutique, on le sait très bien, par l'écriture de son ouvrage. C'est une petite parenthèse que je ferme. Je reviens à Paul Tessier, qui avait eu donc, comme je vous le dis, l'intelligence effectivement de présenter à la communauté scientifique toute sa démarche intellectuelle
c'est malade, n'est-ce pas, et demandant à la communauté scientifique, est-ce que je suis dans le vrai, est-ce que je suis dans le faux? Et bien évidemment, il a eu cette reconnaissance internationale. Alors, assez curieusement, aujourd'hui, hein, quand on voit l'évolution de la prise en charge de ces malformations, eh bien, on sait très bien que le diagnostic anténatal aujourd'hui fait disparaître un certain nombre de ces malformés qui, à l'époque, effectivement, naissaient. Et aujourd'hui, il y a des interruptions de grossesse liées. Et alors, comme je vous l'ai dit, nous avons la chance d'avoir ici à Amiens le fonds documentaire Tessier, et vous avez là la première exposition que nous avions réalisée à Paris, au musée d'histoire de la médecine, et nous avons refait une partie de l'exposition. On reviendra tout à l'heure dessus. Alors donc le double héritage, eh bien voilà, l'héritage de Ginesté et l'héritage de Tessier. Et si j'ai mis en parallèle ces deux photographies de deux instruments, car il n'y a pas de chirurgien qui à cette époque ne développait un certain nombre d'instruments spécifiques, eh bien vous voyez cet appareillage du casque qui permet effectivement de tirer, d'éviter la rétraction, casque de Ginesté d'un côté et le diadème de Tessier fixé sur les os du crâne d'un autre côté, qui sont, ils ont été un petit peu perfectionnés depuis, fort heureusement, mais qui font encore l'objet parfois d'utilisation chez nos blessés. Saut dans les deux sens dans l'histoire, la transplantation, on a parlé tout à l'heure des greffes, n'est-ce pas? Maintenant, parlons, si vous le voulez bien, de la transplantation. Parce que la transplantation, c'est une histoire de la Première Guerre mondiale, ou d'avant même la Première Guerre mondiale, avec ce personnage tout à fait curieux, contestable, contesté à cause des dérives après, bien évidemment, sauf que c'était un visionnaire en termes de chirurgie et en termes de santé. Alexis Carrel. Alexis Carrel qui crée, au cours de la Première Guerre mondiale, son petit hôpital à Compiègne. Alexis Carrel qui rencontre ce chimiste anglais, Deakin, qu'on appelle en France Daquin, et qui met au point cette solution de Daquin, qui est un désinfectant qu'on continue d'utiliser aujourd'hui dans notre pratique. Alexis Carrel qui réfléchit effectivement en disant il est impératif d'accélérer la prise en charge de ces blessés soldats sur le champ de bataille et qui élabore, n'est-ce pas, toute une réflexion pour accélérer la prise en charge des blessés sur le champ de bataille. Mais Alexis Carrel, c'est également deux choses. Ce sont les premières transplantations qu'il réalise chez l'animal. Alexis Carrel, prix Nobel de médecine, l'un de ces très rares chirurgiens à avoir eu le prix Nobel de médecine en 1912, à la suite de la description des sutures vasculaires, ce qui lui permet effectivement de commencer à faire des transplantations chez l'animal à une époque où on ne connaît rien du système immunitaire et bien évidemment avec les échecs d'intolérance liés effectivement au rejet. Et puis Alexis Carrel, c'est également un lien tout à fait particulier avec cet autre personnage que vous connaissez, Charles Lindbergh. Alexis Carrel a noué beaucoup de liens avec les États-Unis et avec Charles Lindbergh. Lindbergh, ça vous dit, effectivement, première traversée de l'Atlantique en avion. Et Charles Lindbergh, plus les autres histoires, et il crée le premier bioréacteur. Autrement dit, c'est cette espèce de curiosité qui les invite à créer un système où on peut explanter du corps d'un animal tel organe, le remettre en perfusion et analyser cet organe ex vivo, mais en fonctionnement. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand on va en reparler en termes d'ingénierie tissulaire, eh bien, nous utilisons aussi et nous mettons aussi au point des bioréacteurs en recherche. Voilà. Donc, c'est ce côté totalement visionnaire. Et puis, l'histoire de la transplantation, c'est l'histoire de ce personnage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Joseph Murray, Joe Murray. Joe Murray, c'est celui qui a réalisé la première transplantation rénale réussie en 1952. C'est le dernier chirurgien à avoir eu le prix Nobel de médecine. L'histoire est curieuse de cette transplantation rénale, parce que la première transplantation rénale, j'oserais presque dire qu'elle est picarde. C'est un jeune qui, en 1951, répare le toit de sa maison dans la région de Beauvais, qui chute peu de temps avant Noël du toit de la maison, qui se fait une hémorragie interne, qui est hospitalisé à l'époque à Beauvais,
Son hémorragie interne, on ouvre, il y a ce qu'on appelle une fracture du rein avec une hémorragie, on retire son rein sans savoir qu'il était né porteur d'un rein unique. Et donc il se trouve ipso facto en insuffisance rénale. Et à cette époque, on parle de transplantation rénale. Et aussitôt, ce jeune est transféré à Paris, et c'est là où, à Paris, on tente la première transplantation rénale. La mère de ce jeune donne l'un de ses reins à son fils. Malheureusement, et bien que ce fût sa mère, il y a un rejet, et le jeune survit 21 jours, je crois, malheureusement. Et si Joe Murray a réussi, car nous ne connaissons pas encore à cette époque les groupes tissulaires, ils arrivent bien après. Si Joe Murray réussit, c'est simplement parce que sa première transplantation rénale, il l'a fait entre deux jumeaux homozygotes. Tiens, vous n'avez pas lu dans les journaux ces derniers jours? Autrement dit, cette fameuse première de ce brûlé de Moreuil, elle date de 1952. Il n'y avait rien d'une première dans cette greffe de peau chez le brûlé à 95%. Laissons nos collègues parisiens faire leur médiatisation comme ils ont envie de la faire. Alors Joe Murray, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Je suis désolé, j'ai vieilli un petit peu depuis. Nous étions aux États-Unis à la suite de la première transplantation du visage. Et Joe Murray a été terriblement aidant. C'est assez amusant d'ailleurs de voir comment, à cette époque, interviewé par le responsable scientifique du New York Times, il y a un premier article qui intervient dans le New York Times et qui est assez sévère à notre rencontre à l'issue de la première transplantation de visage. Nous rencontrons Joe Murray, je fais ma présentation devant les scientifiques, les journalistes assistent avec interdiction bien évidemment de prendre quelques photos que ce soit, nous étions là 2 mois après la première transplantation. Joe Murray intervient et vous voyez d'un point de vue philosophique, une fois que le chirurgien aura réfléchi à tous les aspects du problème, chirurgico-éthiques et moraux sera arrivé à une décision, toute hésitation serait contre-productrice. Aussitôt après, le ton change dans le New York Times et le deuxième article est particulièrement élogieux alors que le premier était un petit peu agressif à notre rencontre. Joe Murray est décédé il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Alors revenons à l'histoire de la transplantation avec cette histoire curieuse de la première transplantation cardiaque. Première transplantation cardiaque réalisée au Cap, Afrique du Sud. Et on a accusé Chris Barnard d'avoir en fait profité de son séjour aux États-Unis pour comment dirais-je, là où les Américains faisaient de la transplantation cardiaque chez l'animal en chirurgie expérimentale, eh bien avoir chippé un petit peu les techniques américaines, mais l'avoir mise en application. Et c'est là aussi où c'est assez intéressant de voir comment, en fait, le faire, on aura l'occasion de revenir sur la phrase de Paul Valéry tout à l'heure, le faire importe dans l'activité chirurgicale. Alors j'ai eu aussi l'occasion, il y a eu un film qui a été tourné par FR3 à l'occasion des 90 ans de Claude Cabrol, car le premier à avoir fait une transplantation cardiaque en Europe, c'est effectivement le professeur Cabrol, Picard, de naissance, vivant et encore, enfin, il est décédé l'année dernière, hein. Cette année plutôt, il est décédé cette année. Et donc j'avais rencontré Claude Cabrol à l'Académie de chirurgie, et c'est assez amusant de voir la réflexion de Claude Cabrol au décours de sa première transplantation cardiaque, voilà, comme si un petit cœur pouvait remplacer un si gros cœur. Il remplaçait le cœur de quelqu'un qui était dans l'insuffisance cardiaque avec un cœur énorme, et le donneur avait un cœur d'une taille, voilà. Comment il pouvait imaginer qu'un petit cœur puisse se substituer à un aussi gros cœur? Ça a été sa réflexion. Voilà, on a pu échanger. Il était déjà assez diminué, pas intellectuellement du tout, mais physiquement, il était assez diminué. Et puis, à côté de ce qu'on appelle la transplantation d'organes, et là, il faut aussi prendre en conscience ce qu'il en est, il y a ce qu'on appelle les allotransplantations de tissus composites. Alors c'est un petit peu compliqué, mais quand on regarde un petit peu l'histoire, eh bien, le miracle de Saint-Côme et Saint-Damien, c'est la première transplantation de jambes qui ait été réalisée avec succès, c'est rapporté. Et d'ailleurs, les patrons des chirurgiens, c'est Saint-Côme et Saint-Damien.
première transplantation de membres, en plus de ça, avec un donneur sarrasin. Enfin bon, ça c'est autre chose, on ne va pas épiloguer sur le sujet. Alors, des premières allotransplantations de tissus composites, il y a quand même la première transplantation de main, car John Murray disait on ne pourra jamais transplanter des tissus qui contiennent de la peau, car la peau est trop immunogène. Autrement dit, les traitements immunosuppresseurs n'arriveront pas à empêcher le rejet. Et en fait, la première grande révolution, c'est pas tant l'articulation du genou ou le larynx, encore que le larynx contienne de la muqueuse, et d'ailleurs ça a été un échec à distance, c'est la première transplantation de main réalisée à Lyon, en France, sous la gouverne de Jean-Michel Dubernard, n'est-ce pas, mais réalisé par les chirurgiens de la main, puisque Jean-Michel Dubernard était un urologue au départ, donc voilà. Et première transplantation de main, et là, utilisation d'un traitement immunosuppresseur parfaitement classique, et réussite de cette première transplantation de la main chez un patient australien, avec un collègue, O'Brien, qui était un microchirurgien australien, qui était venu à Lyon en l'occurrence. Ils ont essayé d'enfreindre un petit peu la réglementation, n'est-ce pas, pour réaliser cette première transplantation, avec au total un échec psychologique, puisque si ça a été une réussite sur le plan chirurgical, le patient a arrêté son traitement immunosuppresseur 2 ans après la transplantation, et on a été obligé bien sûr de lui retirer l'organe qui avait été transplanté. Par contre, la première transplantation des 2 mains, d'ailleurs en France nous n'avons plus le droit de faire des transplantations d'une seule main, il est autorisé dans le cadre des protocoles de recherche clinique uniquement les transplantations des 2 mains, eh bien la première transplantation des 2 mains c'est en l'an 2000. Et ces transplants sont encore efficaces et le patient est parfaitement capable de mettre le fil dans le chat d'une aiguille comme il est capable, on a un petit bout de film, de jouer au Mikado, si vous voulez. Voilà. Alors, certes, la force segmentaire de l'organe transplanté est très diminuée. On s'aperçoit qu'il y a une fonte musculaire d'un certain nombre de muscles interosseux, mais l'organe vit, et effectivement, ce patient a eu cette vie complètement transformée. Le dernier transplanté des 2 mains est d'origine picarde. Voilà, pour la petite histoire, Voilà, très bien. Alors, transplantation des mains, et puis, bien sûr, la greffe de visage. Enfin, la greffe de visage. Les mots devraient être mis entre guillemets, car il ne s'agit pas d'une greffe, il s'agit d'une transplantation. Et qu'est-ce que c'est qu'un visage ? Nous avons transplanté une partie de la peau de la face. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se replace exactement dans le même contexte que pour la transplantation cardiaque. On a là un certain nombre d'équipes de chercheurs. On pourrait même écrire presque une histoire psychanalytique de la première greffe de visage. Je passerai là-dessus. Voilà. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'on a effectivement aux États-Unis un certain nombre de gens qui font de la recherche, et notamment cette Polonaise d'origine que nous avons rencontrée et qui, à Cleveland, est en train de faire des transplantations de face chez le rat sans que pour autant elle n'ait la possibilité de le faire chez le vivant. Elle n'est pas chirurgien spécialiste de la face. Et puis, il y a cet Anglais, Peter Butler, que l'on avait invité en 2003 à Amiens et qui est venu, que j'ai rencontré, et qui va faire un stage aux États-Unis et qui revient et qui annonce à toute la presse, et c'est là aussi où c'est intéressant, donc il avait médiatisé quelque chose qu'il allait faire, mais que de toute façon, il n'a jamais fait. Il n'y a jamais eu de transplantation de face en Angleterre. Alors, Laurent Lantieri, c'est un collègue parisien, chirurgien plasticien, dont l'un des élèves, je suis désolé de le dire, car il est d'origine picarde, son élève, n'est-ce pas, va faire un stage aux États-Unis et revient, rencontre Peter Butler, revient et dit à son patron, il était chef de clinique là-bas à Créteil, à Laurent Lantieri, en disant, voilà, on va faire une greffe de visage. Et effectivement, dans la société scientifique, après la première transplantation de main, on parle d'aller faire une transplantation. Alors, aussitôt, Lantieri fait une demande au Comité consultatif national d'éthique. Et il a fallu quand même quelques temps avant d'avoir une réponse. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, aux États-Unis, il y a effectivement une réflexion qui les mène en avant en termes de recherche médicale. Si vous avez besoin de me mettre à la porte, vous me mettez à la porte. Hein. Si, vous avez. C'est jusqu'à quelle heure ? 5 minutes, non. Voilà, très bien.
Bon, d'accord. Voilà. Alors, référence à Paul Valéry, je passe. Bon, il y aurait tellement de choses à dire sur Paul Valéry. Je passe également sur toute la réglementation en France. Et puis, très très vite, alors je vais vous montrer des images horribles, hein, des images de la première transplantée, et puis des 3 transplantations qu'on a faites ici à Amiens. Donc, vous mettez les mains devant les yeux, vous ne regardez pas, c'est horrible à voir. Voilà. Alors, ce sont les patients avant, n'est-ce pas, les 3 cas que nous avons opérés. Ce sont les modélisations des 3 cas que nous avons opérés. C'est toute la technique de transplantation, donc ça passe à côté. Enfin bon, ça vous intéresse peut-être un petit peu moins. C'est voilà cette magnifique anatomie que l'on découvre. Regardez, madame, c'est beau. C'est beau l'intérieur des corps. C'est magnifique. Bon, voilà. Et puis, c'est la transplantation elle-même, la reconstitution avec effectivement de la profondeur vers la superficie, la revitalisation, la microchirurgie des vaisseaux, puis la microchirurgie des nerfs, car ce n'est pas tout de redonner une forme, il faut restaurer une fonction. C'est une organisation extrêmement complexe, c'est 50 personnes à mobiliser dans un moment très précis, puisque le donneur, on sait juste, voilà, il faut que la nuit, vous fassiez votre transplantation. Ce sont des interventions qui nécessitent effectivement, alors voilà, les résultats à la fin, les résultats à distance pour les malades, et puis les 38 transplantations qui ont été réalisées, voilà, 38 seulement. Et 38 seulement, il y en a eu 10 en France, un petit peu plus aux États-Unis. Voilà. Alors je passe également sur les développements pour simplement passer aussi, vous m'excuserez, hein, mais on me met à la porte, alors donc je vais là, sur la question du don d'organes, et donc je renvoie là, pour cette question du don d'organes, chacun d'entre vous à lui-même, n'est-ce pas, parce que nous n'arrivons pas à satisfaire les besoins en France de dons d'organes, alors même si on travaille sur les possibilités de donneurs vivants, mais ça va pour le foie, ça va pour le poumon, pour le rein, pardon, ça ne va pas pour les autres organes, c'est absolument évident. Et puis, comment dirais-je, sur la nécessité qui est faite de restaurer, alors ça c'était une chose qui nous avait été imposée, de restaurer donc l'amputation faite sur le donneur pour représenter le corps à la famille. Ça c'est une chose qui nous a été imposée, voilà. Donc je passe, voilà, je passe sur ces digressions philosophico, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, je passe là-dessus. Voilà, vous m'excuserez, mais voilà. Alors simplement pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes techniques extrêmement aigus de ce qu'on appelle le rejet chronique, car on sait que la durée de vie moyenne d'une transplantation, tous organes confondus, est de 15 ans environ, et que des gens ont été transplantés 2 fois, 3 fois. Il y a même une personne qui a été transplantée 4 fois du rein, et que la question de la retransplantation est posée. Et ce qu'on ne pensait pas possible, ou ce que l'on pensait être une exception pour les allotransplantations de tissus composites se confirme, eh bien nous avons aujourd'hui malheureusement des rejets chroniques. Ce qui explique l'arrêt aujourd'hui des transplantations de visage et la nécessité aujourd'hui de repenser les choses autrement. Et repenser les choses autrement, c'est ce que Marc-André Fignot vous disait tout à l'heure, ou ce que vous disiez à propos de l'Institut Fairfax, c'est essayer de concentrer les énergies de recherche autour de nouveaux projets thérapeutiques. Alors beaucoup d'entre vous ont entendu parler des cellules souches. L'Institut Fairfax, c'est simplement un cadre, de la même façon que nous sommes aujourd'hui accueillis dans ce hub énergie. Eh bien, demain, j'aurai plaisir, je l'espère, à vous accueillir dans ce bâtiment consacré à la défiguration. Voilà, donc voilà les lignes de conduite de notre recherche, chose tout à fait importante. Alors je reviens, et pour conclure, n'est-ce pas, 5 minutes ça va à peu près, voilà, je reviens sur l'exposition que nous avions faite. Là, on est dans le cadre de la médiation ou de la médiatisation, donc de la réflexion menée. C'était dans le cadre d'un projet de recherche européen, Interreg, où nous avions, en 2015 et au début de l'année 2016, présenté cette exposition Face to Face, en collaboration avec l'université d'Exeter en Angleterre, et qui mettait face à face les techniques utilisées et les empreintes, n'est-ce pas, utilisées par les chirurgiens de la Grande Guerre et ce que nous réalisions aujourd'hui. Et je terminerai juste sur ce clin d'œil que vous allez, voilà, car il y avait au fronton de cette exposition cette eau forte d'Autodix,
ce peintre allemand qui avait combattu sur notre territoire et qui, à distance de la guerre, hein, dans le mouvement de la nouvelle objectivité, hein, Otto Dix, avait dessiné ce mutilé réparé de la face et imaginer que le titre donné, on ne sait pas qui a donné le titre, et pourtant Dieu sait, j'ai fait des recherches pour essayer de savoir qui avait donné, le titre de cette eau-forte, c'est transplantation. Transplantation. Et chose aussi tout à fait curieuse, 4 mois, je dis bien 4 mois avant que ne débute cette exposition, et sans que nous le sachions, on retrouve cette photographie à Dresde. Et cette photographie est la photographie d'un mutilé du visage de la Première Guerre mondiale en Allemagne, n'est-ce pas? Et donc, on voit que Otto Dix a fait sa lithographie, soit en image miroir de la photographie qui existait, à moins qu'il y ait eu un artifice, n'est-ce pas, de tirage qui explique qu'on ait l'image en miroir, mais c'est très exactement le même sujet qui a été et qui a inspiré Otto Dix. Transplantation. Merci de votre attention.